Bon week-end chez vous à la une de ce journal de la mi-journée, les retours de la paix dans deux localités du territoire de Djougou, province de l'Ituri, Lodjo et Gala. Ils sont débarrassés des miliciens Codeco et Zahir qui écument cette partie du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rétabli les trafics dans cette partie du pays. Des images à suivre dans ce journal. La révision ou non de la Constitution, le débat est ouvert. Jean-Thierry Mosené-Pomototo, cadre de l'Union sacrée, avance ses arguments et parle d'un débat citoyen. Vous allez l'écouter dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Comme d'ordinaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier la réunion du Conseil des ministres et d'autres détails à travers le compte rendu. Lors de son récent séjour dans cette partie du pays, le président de la République a eu des échanges avec les caucus des élus, les chefs coutumiers, les autorités politico-administratives, les services de sécurité, la société civile et autres forces vives. Il est ressorti unanimement que la criminalité et le banditisme sont en recrudescence dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Ce constat, a-t-il rappelé, a fait l'objet de sa communication lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet 2024, mentionnant la nécessité de combattre une criminalité caractérisée par des actes répréhensibles tels que les vols à main armée, les extorsions, les meurtres dans certaines agglomérations du pays. Dans le souci de sécuriser la population contre ce phénomène, le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le sous-chef d'état-major des renseignements militaires ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise à concevoir et déployer une stratégie déclinant des actions sécuritaires et répressives à mener à court terme pour éradiquer la criminalité, décrier et davantage asseoir l'autorité de l'État dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Un rapport conjoint sur la mise en œuvre de cette instruction devra être produit constamment et une évaluation de la situation est attendue dans les 14 jours. Porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de la diplomatie égyptienne Bader Abdel Atti a été reçu par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, les comptes rendus avec la presse présidentielle. En effet, il y a eu un sommet extraordinaire de la SADC, y compris aussi une rencontre de la Troïka sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le point principal était le renouvellement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI RDC, qui est là depuis une année maintenant, qui nous accompagne dans le processus aussi de stabilisation, de pacification et qui est un élément complémentaire aux efforts diplomatiques en cours maintenant vers une pacification de la province du Nord Kivu. Ce qui est important, en effet, c'est que ce mandat a été prolongé d'une année, du 14 décembre 2024 au 14 décembre 2025. Nous prenons note et nous saluons évidemment la solidarité continue des États membres de la SADC qui reconnaissent qu'une attaque contre un État membre est une attaque contre toute la SADC. Il est extrêmement important de voir que ce principe ancré dans la SADC est respecté par tous et honoré par tous. Au-delà de cela, la SADC s'est aussi prononcée sur d'autres aspects de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, y compris une question sur laquelle le Conseil des ministres de la semaine passée avait déjà parlé, la mise en place d'autorités illégitimes et illégales par le Rwanda avec ses suppléments M23, en particulier dans le territoire de Rutshuru. Ceci a été perçu comme une violation flagrante de l'intégrité
l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo est condamné fermement. Je pense que c'est un élément très important qui a été soulevé et discuté aussi par les États membres de la SADC. Le troisième point, au-delà de la SAMI-DRC, cette question de l'implantation d'autorités illégales. Le troisième point est le processus politique en cours, à savoir le processus de Luanda. Mais en même temps, ils ont fustigé les violations flagrantes de l'accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 4 août. Ils ont appelé au Rwanda de mieux respecter ce cessez-le-feu. Il en ressort très clairement que la SADC comprend qu'il faut une complémentarité des éléments militaires et des éléments diplomatiques pour qu'on puisse parvenir à une résolution durable de la situation. C'était là la mise au point de la République démocratique du Congo en rapport avec les sommets de la SADC. Autre chose, et pour ce vendredi de 22 novembre, les élus du peuple étaient en plénière. Parmi les points abordés, l'examen et adoption du rapport de l'ECOFIN sur la loi des finances, l'examen de 8 projets de loi de ratification et la prorogation de l'état des sièges. Anim Balaka et Patrick Badibanga pour les comptes rendus. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière vient de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025. La plénière a adopté les rapports de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Qu'il me soit permis de faire remarquer à l'auguste Assemblée que cet exercice constitutionnel de l'autorité budgétaire que nous sommes a été réalisé dans un esprit patriotique, caractérisé par une forte participation citoyenne de nos compatriotes. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Une prouesse qui a ravi les speakers de la Chambre basse du Parlement qui estiment qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains le moyen nécessaire pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Notons que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé les syndicats de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi des finances 2020. Affectation des fonds publics destinés à leur secteur. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a informé à la représentation nationale de la mission de la première ministre et son équipe, accompagnée de 12 à Bunia en vue d'évaluer l'état de siège. 8 projets de loi de rectification portés par le ministre des Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours. En nouvelle, la première ministre entame ce samedi 23 novembre 2024 et la dernière étape de sa mission d'évaluation de l'état des sièges et des mesures d'assouplissement fiscal en faveur des opérateurs économiques évoluant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après le Nord Kivu, Judith Souminwa Tuluka va se rendre en Ituri avec toute sa délégation. Nous y reviendrons en images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. À Goma, province du Nord Kivu, Judith Souminwa Tuluka, première ministre, était restée à l'écoute des forces vives locales pour des solutions concertées. C'est un reportage de Pompon Oumba, Joe Patrick Koukou, Jonathan Bianga, rendu par Chimène Dondo. Banderole et calicot à main, les Kivusiens étaient mobilisés et impatients
attendant avec fermeté venir atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Les Kivoussiens, impressionnés par la capacité de côte de la première ministre Judith Souminois, sont remplis d'espoir. Ils voient dans cette visite un signe tangible de changement, nourrissant leur aspiration à un avenir meilleur pour cette partie du pays. Ensemble, ils croient en la possibilité d'un nouveau et se tiennent prêts à s'engager pour construire un avenir prometteur. Autre chose, les administrations du ministère des Mines viennent d'être dotées des matériels pour la numérisation et la base des données. Tété Bongunja. Responsable de la planification budgétaire, du suivi des dépenses et allocations des fonds nécessaires au fonctionnement des structures administratives et des projets miniers. La direction administrative et financière DAF du secrétariat général des mines joue un rôle crucial dans la gestion des ressources du secteur minier en RDC. Cette position lui vaut des moyens de travail performants devant permettre la transparence et la redevabilité à tout point de vue. En appui, la Banque mondiale, à travers le projet Encore, vient de doter à ces directions des matériels informatiques constitués, des ordinateurs fixes et portables couplés aux onduleurs, monopostes, voire des photocopieuses multifonctions en noir et blanc. Une remise effectuée par Angélique Boulemi, secrétaire exécutive adjointe du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Satisfaction exprimée ici par le DAF bénéficiaire Claude Mbomba. La direction administrative et financière remercie le gouvernement de la République via le COREF par le projet Encore qui pour la deuxième fois vient de nous gratifier l'équipement informatique. Nous en sommes très flattés. Cette dotation de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre de la modernisation des structures administratives du pays et l'accompagnement du basculement du budget des moyens au budget programme, gestion axée sur les résultats. À Kisangani, province de la Tchopo, les exportations des produits pérennes ont été lancées par la directrice générale de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monganumbi. Marthe Mangazakala a été dans sa suite et nous propose ses reportages. C'est un coup double, un coup de maître que le comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, sous la houlette de Madame Mimi Monganumbi, vient de réaliser. En effet, toutes les provinces de la Grande Orientale et d'une partie du Grand Équateur bénéficient désormais d'un laboratoire moderne de certification de produits agricoles pérennes. Inauguré ce lundi 18 novembre 2024 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, ce laboratoire moderne va permettre aux opérateurs économiques et autres agences agricoles d'exporter directement les produits pérennes tels le café et le cacao de haute qualité au départ de Kisangani. La directrice générale de l'ONAPAC a trouvé des mots justes pour circonscrire l'événement. Le café et le cacao mal traités peuvent tuer. Un café qui a une humidité au-delà de 12% peut tuer, causer du cancer et même la cécité. Un cacao de
Il faut noter ici que l'implantation de ces laboratoires modernes exige une main-d'œuvre qualifiée. Ce qui met Mme Mimi Monga et les comités de gestion de l'ONAPAC ont devoir de mettre la pression sur la tutelle et le gouvernement afin de trouver les moyens financiers idoines et conséquents. Après la visite guidée du laboratoire moderne, Madame la DG de l'ONAPAC, la ministre provinciale de l'Agriculture et tous les officiels ont assisté à la coupure du ruban symbolique marquant la mise en service de la décortiqueuse du café. J'en parlais dans les titres et les miliciens Codeco et Zahir qui ont sémé pendant très longtemps la terreur dans les localités de Lodjo et Galaï dans la province de l'Ituri ont été démantelés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le calme est revenu et avec cette paix, l'on note la reprise des activités économiques constatées par nos équipes de la station provinciale de la RTNC Ituri. Sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chemanjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, l'armée impose la paix à Lodjo et Galaï. Nous sommes dans les fins fonds du territoire de Djougou, en secteur de Banyali-Kilo. Cet endroit que vous voyez abandonné pratiquement par la population depuis des années avait été occupé par les groupes armés. Et c'est eux qui ont fait ça. Ils ont exterminé la population, ils ont tué, ils ont incendié les villages, ils ont créé de la catastrophe ici. Lors de différentes opérations militaires menées avec professionnalisme, les forces armées ont imposé la paix dans la zone où les deux groupes miliciens, Codeco, Zahir et alliés M23, avaient pillé la paisible population. C'est grâce à l'intervention de l'armée, des FARDC sous état de siège, que vous voyez, la vie est en train de renaître. Luc Malembe, opérateur politique et surtout ancien cadre de la MOCA de Martin Fayoulou, étant sur le terrain, croit à la fin de la guerre à Djougou et remercie le gouverneur militaire d'avoir désenclavé Mungwalu par la réouverture des axes routiers en secteur de Banyali-Kilo. Disons que l'Ituri est à sa phase de stabilisation d'une part et d'autre part, cette province normalise les activités socio-économiques grâce à l'approche militaire et non militaire. Et à Kinshasa, l'Institut national d'administration publique, INAP, a tenu son assemblée générale des restitutions de l'accord des Bibois. On fait le point à travers ces reportages. Plus de 700 délégués et permanents syndicaux réunis dans la salle de conférence des affaires étrangères sont venus écouter les retombées des assises des Bibois de tous les espoirs entre banque syndicale et gouvernement. Ces assises ont porté sur les salaires, la mise en retraite, la politique salariale, bref, le bon fonctionnement de l'administration publique. Fidel Kiyangi, président de l'intersyndicale de l'administration publique, résume les conclusions. Pour $130 aux huissiers à partir du mois d'avril 2025 au taux budgétaire et 50 000 francs congolais pour les huissiers comme ajout en octobre en paye supplémentaire. Nous sommes venus rendre compte aux agents et fonctionnaires de l'État de ce que nous avons discuté avec le gouvernement. Nous avons eu une commission paritaire avec le gouvernement. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Nous avons discuté et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Une commission paritaire sur la politique salariale telle que voulue par les chefs de l'État va être convoquée dans les tout prochains jours pour qu'on mette en place une politique salariale définitive pour tous les Congolais. Nous avons obtenu $130 pour l'huissier payable au deuxième trimestre 2025 au taux budgétaire. Mais en attendant, il y aura une paye complémentaire où on va donner tant soit peu 50 000 francs congolais aux fonctionnaires à partir du mois d'octobre. Le gouvernement va organiser une paye complémentaire. Nous avons convenu avec le gouvernement la mise en place d'une commission qui devra désormais suivre la mécanisation des agents et fonctionnaires. Et un comité de suivi des accords a été mis en place et est entré en vigueur à la date de la signature du protocole d'accord. On avance à petits pas, certes, mais on avance quand même, pensent les agents et fonctionnaires de l'État.
Comment fonctionne le département de réadaptation fonctionnelle de l'hôpital général des références de Kinshasa? La ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambodiata, voulait en savoir un peu plus sur la prise en charge de personnes vivant avec handicap. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret sur la médaille de la vaillance pour la patrie, Irène Essambodiata, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a visité le département de réadaptation fonctionnelle de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Cette démarche vise à évaluer la capacité de cette structure à produire des équipements orthopédiques, notamment des prothèses et orthèses destinées aux militaires amputés à la suite de leur dévouement à la patrie. Lors de sa visite, la ministre a souligné la nécessité de fournir ces équipements avant toute réorientation professionnelle ou la remise officielle de la médaille de la vaillance. Le département de réadaptation fonctionnelle, réhabilité grâce à l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, est en mesure de produire le matériel orthopédique nécessaire. En réalité, le président de la République démocratique du Congo est très conscient de la nécessité de donner de la reconnaissance à ceux d'entre nous qui ont décidé de donner de leur corps et de leur vie pour sauver la République. Et donc notre travail ici en tant que centre de réhabilitation, c'est de pouvoir justement, au nom de la République, au nom de la patrie, être au secours de nos frères et sœurs qui ont le besoin d'être traités et d'être secourus. La médaille de la vaillance pour la patrie symbolise la gratitude ou reconnaissance de la nation envers le militaire ayant payé le prix fort pour défendre la République. Et de l'autre côté, dans la province du Kasaï central, les bâtiments de l'hôpital général des références de Kananga subissent d'intenses travaux de réhabilitation. Les gouverneurs des provinces ont effectué une visite d'inspection sur ces chantiers. Suivez cela en images et commentaires. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital provincial du Kasaï central ont bel et bien démarré. L'entreprise Safrimex est à pied d'œuvre pour traduire la volonté du pouvoir central à travers le bureau central de coordination à moderniser cette structure sanitaire pour des soins de qualité. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambouloukonko, s'est rendu ce jeudi 21 novembre sur place pour son propre constat. Accueilli par le directeur général de BCECO, Jean Mabi, du responsable de l'entreprise Safrimex et le corps médical de cette institution sanitaire, le chef de l'exécutif du Kasaï central a visité différents pavillons en cours de réhabilitation. Émerveilleux, le gouverneur Kamboulou s'est engagé à suivre de près les travaux initiés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il en a profité pour inviter l'entreprise recrutée par le bureau central de coordination à tenir compte de chacun des détails dans les clauses et de rendre l'ouvrage dans les délais. Ce que nous devons faire, c'est veiller à ce que Safrimex respecte les délais. Parce qu'il y a des endroits où il pleut chaque jour, mais les travaux sont exécutés. Du bâtiment hospitalier provincial en cours de modernisation, le patron de la province a mis le cap sur la morgue moderne installée dans la même enceinte et dont les travaux sont finis. Cette infrastructure, dotée entre autres de 54 frigos mortuaires, porte également la signature de l'entreprise Safrimex. Après visite guidée de tous les compartiments, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'est dit satisfait de l'ouvrage qui n'attend que l'inauguration. Les leaders politiques et religieux de la province du Nord Kivu vont organiser un déjeuner des prières pour la paix. Suivez. Le leadership selon les modèles de Jésus-Christ, c'est sous ce thème que les leaders religieux et politiques, cadres de l'administration publique ainsi que les acteurs de la société civile se sont réunis ce vendredi 22 novembre 2024 à Goma pour le petit déjeuner des prières juniors, déjeuner organisé par Africa Youth Leadership Forum AILEF. Durant cette deuxième édition du petit déjeuner des prières, les invités ont prié en faveur de la paix en République démocratique ainsi que d'autres nations de la planète Terre. Selon Emmanuel Baraka, le coordonnateur de AILEF, pour construire un monde nouveau, chacun devra imiter Jésus-Christ comme modèle de leadership. La réalité nous a prouvé que l'unique vérité humaine, l'unique option, l'unique inspiration, l'unique gloire que l'on puisse courir derrière, c'est Jésus. Il est la vérité absolue. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Abishonte Seninga, a recommandé aux invités à cultiver l'amour à l'instar de Jésus-Christ afin de bâtir un avenir meilleur. Il faut partager la vision de Jésus-Christ, c'est lui de faire tout
plus la paix et la paix ensemble. Tim Keiter, le fondateur de Cornerstone Development Africa, a partagé l'expérience de sa structure en invitant la jeunesse à s'impliquer dans la résolution pacifique des conflits. De son côté, le recteur de l'ILPGL, le professeur Wasso Missona, a extrapolé les thèmes du jour, je cite, leadership selon le modèle de Jésus-Christ, qu'il a qualifié du plus grand leader de tous les temps. Le vice-ministre des Affaires coutumières séjourne à Isiro. Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste est allé à la rencontre des autorités coutumières de la province du Haut-Ouélé. Les images de son arrivée à Isiro à travers ses reportages. Au terme d'une mission officielle de 7 jours ferme dans le Haut-Ouélé, le vice-ministre en charge des affaires coutumières, Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste, signe son retour à Kinshasa le jeudi 21 novembre 2024. Mission accomplie, explique-t-il à la presse. Une très grande satisfaction. Nous avons fait le renforcement de capacité de mes collègues chefs coutumiers et encadré vraiment avec tout le grand soin par le gouverneur de province. Que peut-on demander de plus? La population du Haut-Ouélé, je les appelle garder la cohésion tous ensemble derrière le chef de l'État. Les dangers viennent de partout. Nous ne pouvons pas céder devant nos ennemis. Il faut qu'on montre qu'il y a une soudure entre nous. J'en ai parlé aux chefs coutumiers. J'espère qu'ils vont relayer le message au niveau de la base. Ce qui nous reste à faire, protéger notre nation. Au pied de l'avion, il est salué par le gouverneur Jean Bakomi Togambu, son vice Dara Matata et les membres du comité provincial de sécurité. Mais avant de s'envoler, le vice-ministre Ndeze est rentré de Durba en territoire de Ouacha où il a séjourné pendant 48 heures. Nous avons fait une petite incursion. L'objet premier était de rencontrer les chefs coutumiers, ce qui a été fait. Nous allons clôturer l'atelier maintenant. Mais il y avait aussi l'inauguration d'un pont, le pont sur la rivière Kibali. Alors on a profité quand même pour aller l'inaugurer et regarder un peu les installations du plus gros employeur, je pense, de la région. C'était très impressionnant et très instructif. Et merci en tout cas pour tout le soutien, notamment de monsieur le gouverneur ici présent. Et tout s'est bien passé. Oui à la révision constitutionnelle, mais non à la désinformation. J'en parlais dans les titres. Jean-Thierry Mosenepo-Mototo s'est exprimé à ces sujets. D'autres précisions dans ses commentaires. Des arguments massus pour tordre le cou aux attaques au vitriol contre le projet de révision ou changement constitutionnel annoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant la presse, Thierry Mosenepo, cadre de l'Union sacrée, remet les pendules à l'heure. L'article 217 est une brèche susceptible d'être exploitée par les acteurs extérieurs des États voisins pour justifier des interventions ou des ingérences territoriales conduisant à une balkanisation de facto. Voilà toute la pertinence de cette démarche. Certaines forces politiques et sociales s'opposent à toute révision constitutionnelle, qualifiant cette démarche de menace à la démocratie. Ces critiques, cependant, ignorent les failles objectives de la Constitution de 2006. Adoptée sous forte influence extérieure dans un contexte post-conflit. Cette constitution a plusieurs points faibles, dont une incapacité de répondre efficacement aux crises sécuritaires actuelles, notamment dans l'Est, des institutions rigides qui entravent la gouvernance et les réformes nécessaires. Il faut donc réviser ou modifier cette constitution. Et cela n'est ni un acte dictatorial, ni une menace pour la démocratie. Jean-Thierry Mosenepo considère non fondée la déclaration de l'opposition qui refuse le droit au chef de l'État d'initier les réformes constitutionnelles. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir. C'est le cri de trop de femmes. Violence, c'est le mot qu'on ne doit plus entendre. Ensemble, mettons fin à ces fléaux.
En tant que femmes parlementaires, il est de notre devoir de veiller à ce que les lois que nous adoptons protègent efficacement les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, y compris le harcèlement sexuel, les violences domestiques et les menaces émergentes telles que la violence en ligne. Ensemble, travaillons pour un changement social qui respecte et promeut les droits des femmes et des filles. Tolérance zéro à la violence à l'égard des femmes et des filles. 16 jours d'activisme pour un monde sans violence. Easy. Need techno, feds, and be serious. Techno, stop, and nothing. Boki bana bangungi. Bango bakokaka citronnelle te. Debade Protect abatelaka biso makasi na bangungi. Debade Protect tobatela mpeba oyo tolingaka mingi. Écoutez, petit Robaga Tokyo Yebi, 13 multiplié par nombre min égale kaka 1. Tu peux répondre à cette question? Moi, c'est Pindi. 13 multiplié par 0,100 égale 1,3. Et ça dit, tout nombre inférieur à 7 après 1,2. Donc c'est 1. Bravo. Uko mwana na ye tumelisake potopoto kaka deli na ba vitamine pe na baguna yango nyonso tilelo akoka kotika wote. Oh, mais c'est normal azala bongo potopoto d'élite eza bien pour la santé ya bana efungolaka mayele ya bana na kelasi esoignaka miso ya bana ekomisaka mino na mikuwa makasi.